L'une des plus inspirantes révolutions au monde est en cours actuellement au Liban. Depuis le 17 octobre, déclenchée par une taxe supplémentaire. Les politiciens, au lieu de réduire le déficit en réduisant la corruption et les dépenses, ont bien voulu augmenter encore une fois une taxe supplémentaire. Elle réunit, cette révolution, des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes, de toutes les classes sociales et de toutes les confessions. Des millions de personnes font entendre leur voix. Des millions de Libanais sont réunis sous le drapeau national et son cèdre distinctif pour réclamer un changement profond, sans aucun parti politique ou sans aucun drapeau de parti politique. La déception des Libanais vis-à-vis de la classe politique est immense. Elle n'a été ni à la hauteur des aspirations des citoyens libanais, ni de la grande richesse culturelle de ce pays millénaire. C'est la première fois qu'ils sont si nombreux à demander ensemble et d'une même voix un État laïque, vivant en harmonie, loin du confessionnalisme politique et tous en respectant les croyances des uns et des autres. La situation au Liban, elle est assez dramatique. Nous vivons une crise institutionnelle accompagnée d'une crise économique gravissime. Le pays est en état d'insurrection et l'économie est à l'arrêt total. Mais disons que la crise économique a précédé l'insurrection. Ses causes sont profondes. Nous avons une économie qui était basée sur la rente et la spéculation et des institutions qui étaient dominées par des partis confessionnels avec du clientélisme, de la corruption, une accaparation des richesses de l'État qui a fait qu'on en est arrivé là, avec une politique monétaire qui était un petit peu aventureuse en ce sens où elle consistait à compenser un déficit structurel de la balance des paiements et de la balance commerciale par l'attraction des dépôts à travers des taux d'intérêt très élevés, ce qui a fragilisé le secteur bancaire. Aujourd'hui, on est devant une situation qui est assez dramatique. Clairement, l'État est en faillite, mais c'est la vraie faillite, c'est pas au sens figuré. C'est-à-dire que les obligations, le pays ayant beaucoup emprunté en devises étrangères, notamment en dollars, est incapable de rembourser ses dettes. Il y a une petite chose qui nous sauve, c'est que c'est assez circulaire. Donc, ce sont essentiellement les banques libanaises qui détiennent la dette de l'État, y compris en dollars. Donc, il va falloir des mesures radicales pour repartir sur un meilleur pied. Nous avons été gérés pendant plus de 40 ans par une gabégie basée sur la corruption et le partage de butin d'une classe politique complètement à côté de la plaque, puisque leur intérêt passait avant l'intérêt de la nation. Toutefois, le secteur privé a réussi à quand même résister longtemps, et je vais vous donner deux chiffres. À la fin de la guerre au Liban, en 1992, la taille de l'économie était de 5,5 milliards. Aujourd'hui, elle est de 56 milliards. C'est donc, juste pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est 10 fois plus grand. Tout ce qu'on demande, c'est que ce système s'arrête. Imaginez le potentiel de ce secteur privé, qu'est-ce qu'il peut faire. Il a fait 10 fois sur la corruption, imaginez ce qu'il peut faire sans corruption. Je crois que la situation aujourd'hui reflète un certain nombre de privations, de vexations et de dysfonctionnements auxquels les Libanais ont dû faire face pendant très longtemps maintenant, plusieurs décennies. Ça a commencé par la guerre avec tout ce que ça a eu comme conséquence. Et ce qui a suivi, c'est une incapacité, une impossibilité de régler les problèmes auxquels font face les gens de manière quotidienne et à un niveau, national. Nous avons eu successivement des problèmes économiques, des problèmes financiers, des problèmes de services publics, avec récemment encore, il y a 1 an ou 2, un problème de gestion des déchets. Tout cela s'accumule évidemment depuis un certain temps et au bout d'un moment, la population dit « ça suffit ». Ça suffit à... qu'est-ce qui suffit? Ce qui suffit, c'est la corruption, c'est le mauvais fonctionnement de l'État,
le non-respect de l'institution et de la loi. Donc, ce qui a poussé à cela, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu tout ça. Bien entendu, il vient se greffer à tout cela des problèmes qui sont structurels, des problèmes de souveraineté, mais aussi des problèmes de bonne gestion de la chose publique, et qui sont aussi de nature à faire douter les gens sur leur avenir. Ils se demandent s'ils vont pouvoir continuer à avoir le niveau de vie auquel ils aspirent, si leurs enfants sont condamnés forcément à aller à l'étranger pour avoir une vie à peu près décente, et un certain nombre de choses du domaine très pratique. Bien entendu, ça vient se greffer à une situation régionale qui fait que l'économie libanaise souffre encore plus qu'elle ne souffrait, dans un contexte où nous avons un problème de double déficit astronomique, avec un déficit public qui est de l'ordre de 10% du PIB, un déficit du compte courant de l'ordre de 20% du PIB, avec une balance des paiements qui est devenue négative depuis le début de la crise syrienne. Et comme ce modèle économique vit sur les flux de capitaux entrants, évidemment, avec les problèmes de balance de paiement, il y en a de moins en moins. Et on a donc de moins en moins la possibilité de gagner du temps en attendant qu'un jour on sache mieux gérer nos affaires. Cette crise est de nature institutionnelle, un peu existentielle et pas mal aussi opérationnelle, structurelle. Nous avons d'abord des solutions à apporter au niveau de la gouvernance. Le pays ne peut plus être géré de manière à ce que personne ne soit responsable de rien, à ce que personne ne soit en charge clairement de certains dossiers, et donc il faut revoir la chaîne de prise de décision au sein de l'exécutif. Bien entendu, il faut aussi qu'il y ait les personnes compétentes sur les dossiers importants. Il n'est plus suffisant d'avoir des idées sur les solutions à apporter, il faut aussi qu'il y ait les gens compétents qui apportent la confiance dont le système a besoin pour que tout cela se mette en place. Il y a un autre niveau qui est un niveau économique. Nous sommes un pays qui a appris à ne plus rien produire. Il n'y a aucune raison à ce que cela dure. Le Liban a toujours été productif jusqu'au milieu de la guerre civile et il faut maintenant remettre en place des systèmes de production et ce qui vient avec, c'est-à-dire un état de droit, c'est-à-dire un état où les services publics sont efficients, c'est-à-dire un état où la justice fonctionne bien, avec bien entendu les moyens de financement qu'on connaît et qui généralement tournent bien. Un autre problème est un problème financier. La taille de l'État est devenue absolument ingérable. On a évidemment utilisé l'État pour rendre des services politiques, en distribuant de l'argent public là où il ne faut pas, en acceptant qu'il soit ponctionné de manière anormale, parfois scandaleuse, et en bourrant l'État de gens qui sont là pour des raisons purement politiques ou claniques et qui n'ont pas leur raison d'être. Tout ça, ça suppose que sur un plan financier, il y ait d'abord une visite ou une revisite de tout le système budgétaire. Il faut sortir de la subvention à tout va. Ça peut être de la subvention au secteur financier, de la subvention aux partis politiques, de la subvention aux gens qui reçoivent des salaires et qui ne font rien, etc. Il faut bien entendu revoir tout le système fiscal parce que la fiscalité a été faite pour l'intérêt de ceux qui ont finalement pris les rênes du pouvoir. Et il faut revoir aussi les circuits de financement et les niveaux de déficit qui sont tolérables. Troisièmement, il y a autre chose à faire aussi, ça s'appelle les circuits de corruption. Ils ne sont pas nécessairement étatiques, mais ils sont très souvent étatiques. Et il y a bien entendu un fossé qui est en train de se creuser entre les moins nantis dans ce pays qui sont de plus en plus pauvres. Et avec le choc que nous sommes en train de vivre actuellement, si la hausse des prix atteint les 22-23%, ce qui est pratiquement garanti, nous pouvons nous retrouver avec 50% de pauvres dans l'économie libanaise, ce qui est colossal. Donc, mettre en place des filets sociaux pour s'assurer que tout ça redémarre rapidement, donner la chance aux gens de reprendre leur chance et de recommencer à sortir de cette situation
tragique à laquelle ils sont promis, et d'être très vigilant sur la manière dont se concentrent les richesses dans ce pays, parce que la corruption, entre autres, est un très puissant concentrateur de richesses. Il y en a d'autres, bien entendu, et même si c'est un mouvement qui est mondial, ici, il est caricatural, il est poussé à l'extrême. Et donc, les réponses à apporter, elles sont vraiment à tous ces niveaux-là. Niveau institutionnel, niveau de gouvernance, niveau économique, financier, monétaire et autres. Du point de vue institutionnel, on est à une croisée de chemin. Il y a une véritable insurrection populaire et il y a une demande de la part de l'ensemble des Libanais, toutes communautés confondues et toutes classes sociales confondues, ils réclament justice en fait, ils réclament la fin du système qui était en place, la fin du système confessionnel, la fin des privilèges. On est un peu comme la Révolution française, donc on est en période pré-Révolution française, où il y avait d'un côté une classe de gens qui bénéficiaient de privilèges et de l'autre un tiers-État, mais qui était constitué de l'ensemble des classes sociales qui n'acceptent plus cet état de fait. Donc je pense que du point de vue institutionnel, on devrait assister à un changement radical. D'ailleurs, le pouvoir est complètement paralysé. S'il y a ce changement, c'est-à-dire que si le pouvoir est abandonné par la classe actuelle, qui sont des partis confessionnels dirigés par soit des chefs féodaux, soit des chefs miliciens, ça date de la guerre civile, donc ça fait très longtemps qu'ils sont là, et qu'on donne ce pouvoir à la société civile, à une nouvelle élite politique issue de la société civile, on a des chances de s'en sortir. Du point de vue économique et financier, il y a des restructurations assez sévères qu'il faudra faire. Pour qu'elles soient acceptées, il faudra qu'elles soient équitablement partagées. Et donc, la demande de justice aussi devra s'accompagner de la mise en cause et de la mise en accusation et éventuellement de la mise en jugement de tous ceux qui ont commis des actes de corruption ou d'exploitation de leurs fonctions dans l'ancien régime, si ancien régime il y a, mais je pense que ça va se passer. Les Libanais sont soudés autour de demandes communes et raisonnables. Ils demandent d'être dirigés par une classe politique qui n'est pas corrompue, une classe politique qui est loin des conflits régionaux, ceux qu'ils appellent des technocrates indépendants, des spécialistes dans leur domaine. Ils demandent l'indépendance du pouvoir juridique et des élections anticipées pour renouveler la classe politique. Des demandes réalistes qui peuvent avoir lieu dans les semaines et dans les mois à venir pour remettre le Liban sur une voie prospère, la seule voie d'un beau Liban et d'une belle région du Moyen-Orient et d'un beau monde. Moi, je suis d'un naturel optimiste, mais aujourd'hui, je suis vraiment optimiste parce que je suis à l'aube de la renaissance d'un pays que j'ai envie de bâtir. J'ai envie que mes enfants, mes petits-enfants vivent dans ce pays. Le Liban est un pays qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. Il faudra, pour qu'on s'en sorte de cette crise, continuer la pression absolue de toutes nos forces pour qu'il y ait ce gouvernement qui soit composé de gens honnêtes, compétents, que ce gouvernement ait les pouvoirs de mettre en place les réformes. Et il faudra une seule loi, l'indépendance de l'appareil judiciaire. Une fois que nos juges seront des juges indépendants, tout le reste va venir. Nous savons ce qu'il faut faire. Moi, je suis d'abord très optimiste et je dois vous annoncer que la révolution a gagné. C'est fini. Ce n'est plus une question est-ce qu'on va gagner ou pas. Il n'y a plus de doute. Ça va au-delà d'un projet politique. Ça va vers la dignité humaine. Et la dignité humaine au Liban ne sera plus jamais bafouée parce que les jeunes ont compris et ils ont, grâce à leur enthousiasme, attiré avec eux les moins jeunes. Et c'est fini. On a gagné. La corruption a perdu la bataille au Liban. Maintenant, c'est une question de temps et de prix. On a toujours vécu dans le passé avec un sentiment de frustration parce que rien ne marchait, la pollution, l'environnement, la corruption endémique, les institutions qui étaient complètement bloquées. Et on se disait toujours, inconsciemment, il n'y a qu'une catastrophe qui peut changer les choses.
Et la catastrophe, elle est là, et il y a une véritable faillite. Et je pense que cette faillite, elle va nécessairement changer les choses. Je ne vois pas du tout comment le régime en place peut perdurer. On est vraiment en état de faillite. On s'attend à une baisse du GDP de plus de 50% cette année, enfin, dans les 12 mois à venir. On aura des situations sociales terribles, une hausse de chômage au-dessus de 50%. Donc il y a une situation qui va rester insurrectionnelle tant que la structure de pouvoir en place ne part pas. C'est pas une dictature, donc c'est ça qui était très paradoxal. Ça reste un pays qui a toujours été démocratique, mais c'est plus un système institutionnel qu'on veut renverser plutôt qu'un parti ou une personne qui gouverne le pays. Les obstacles dont il faut tenir compte sont des obstacles qui sont à la fois nationaux et régionaux. Nationaux d'abord parce que la solution qui a été trouvée pour la fin de la guerre est une solution qui est bancale, qui laisse encore les clans s'entretuer sans armes, mais au sein des institutions. Et ça fait que nos institutions ne sont pas des institutions qui donnent des solutions, mais où au contraire, chacun essaie de maximiser le profit qu'il peut en tirer. Ça, c'est une façon de gérer les conflits, mais avec l'argent public, c'est-à-dire sur le dos du citoyen. Ça, c'est un premier obstacle excessivement important. Les autres obstacles ont à voir avec les tensions internes qui sont dues aux tensions régionales. Et ça aussi, il faut apprendre à gérer tout ça d'une manière beaucoup plus raisonnable en interne. Si tout cela ne se met pas en marche, c'est-à-dire que si tout à coup on n'est pas capable d'écouter les gens, d'écouter les besoins de changement, de voir que nous sommes dans une situation qui ne peut plus permettre d'attendre, qu'il faut des réponses immédiates à un niveau monétaire et financier, mais aussi économique, si tout cela ne se met pas en place, alors les conséquences peuvent être excessivement brutales. On peut se retrouver, comme je le disais tout à l'heure, avec des niveaux de pauvreté extraordinaires, avec une économie réelle qui est en train de prendre en pleine figure les conséquences de cette dégradation, parce que finalement, tout est en train d'être rejeté sur l'économie réelle. Le Trésor n'a plus les moyens de payer à temps, les banques ne donnent plus de facilité, la liquidité n'est pas accessible. Tout ça, ça fait que les entreprises sont en train de suffoquer et que les gens sont en train d'en pâtir. Et ça, ce sont des sources de douleur qui sont insupportables sur le moyen long terme. L'autre chose qu'on peut déjà voir se profiler, c'est un déséquilibre tellement énorme au niveau des finances publiques qu'il va falloir passer par des solutions douloureuses. Une troisième chose qu'on peut imaginer, c'est qu'il n'y ait plus assez de devises étrangères pour continuer à financer les besoins de l'économie, mais aussi de la sphère publique. Et à ce moment-là, il faut passer par des systèmes de financement très particuliers pour que le citoyen libanais continue à pouvoir trouver ce dont il a besoin en termes de biens et services. Tout ça, c'est le scénario catastrophe, mais c'est un scénario qu'il convient très très vite de s'assurer qu'il ne va pas se mettre en place, parce que si on continue à fonctionner sans donner de réponse à ce qui se passe, sans arrêter le départ des capitaux et sans restaurer la confiance, on risque très très vite de se retrouver dans des situations pareilles. Donc petit 1, un gouvernement, petit 2, un gouvernement capable, et petit 3, un plan de travail qui prenne en compte tous ces éléments dont on a parlé. Tout dans cette révolution est extraordinaire. De la place des martyrs de Beyrouth, nettoyée chaque matin et triée chaque matin par les manifestants eux-mêmes, du message de coexistence et de liberté d'expression, mais encore et surtout du rôle fondamental de la femme dans le monde arabe et de sa liberté, et surtout du soulèvement de régions comme Tripoli jusqu'à Nabatillé au sud. Eh bien, si cette révolution réussit, ça sera un message de paix pour le monde. Par contre, si des solutions ne sont pas trouvées très rapidement par les dirigeants, eh bien le Liban va se vider de son peuple. Et de nombreux Libanais, et de nombreux réfugiés et déplacés,
Syriens et Palestiniens se retrouveront sur les côtes européennes. Le pays affiche la plus forte concentration de déplacés et de réfugiés par habitant dans le monde. Et si le Liban tombe, c'est l'espoir d'un monde vivant en harmonie qui va tomber avec lui. Comme l'a dit le feu pape Jean-Paul II, le Liban est plus qu'un pays. C'est un message de liberté et un exemple de pluralisme, pour l'Orient comme pour l'Occident. Le Liban ne tombera jamais, grâce à son peuple magique qui inspire le monde.